Bonjour, vous écoutez Le Monde décrypté, le podcast d'expertise géopolitique de Gérard Vespierre. Chers auditeurs du Monde décrypté, bonjour. Aujourd'hui, Gérard, vous souhaitez nous parler du paradoxe turc. Comment gérer l'économie selon des principes idéologiques ? Oui, Arnaud, en effet, le président turc se met lui-même au défi en mettant en avant une pratique non orthodoxe, sans jeu de mots, de l'économie par rapport à une pratique classique de cette économie. Or, le développement économique, la théorie économique n'ont jamais été son fort, n'ont jamais été sa priorité. Là, nous avons l'aboutissement finalement de 20 ans de priorité donnée aux politiques et donc face à des difficultés nouvelles économiques, le président Erdogan a du mal à faire face. L'économie n'a jamais été sa priorité. L'islamo-nationalisme a été, elle, sa priorité. Donc, l'économie turque s'est développée grâce à, premièrement, ce qui s'était mis en place avant, à savoir les négociations entre la Turquie et l'Europe pour envisager éventuellement l'adhésion. Donc, il y a eu des relations économiques dynamiques avec l'Europe, premièrement. Deuxièmement, des investissements qui ont été lancés par ces mêmes États européens et les États-Unis, à peu près 170-175 milliards de dollars entre l'an 2000 et l'an 2015. Donc, voyez-vous, quand même des investissements assez considérables parce que l'économie turque pratique, d'un point de vue industriel, des marges étroites, donc a des difficultés à s'autofinancer. Donc, il y avait là des opportunités stratégiques pour les acteurs européens. Il y a eu beaucoup d'acquisitions sur le marché turc, par exemple dans le domaine bancaire. Les banques françaises ont massivement pris des positions en Turquie. Donc dans cette quinzaine d'années, 2000-2015, la Turquie a eu une zone heureuse de croissance à 5% en moyenne. Donc, en d'autres termes, l'économie turque s'est développée pratiquement à l'insu de M. Erdogan. Mais en voyant ce qui se passe actuellement en Turquie, il semble que la situation de l'économie turque se soit complètement retournée. Quand cela a-t-il commencé et pourquoi ? Eh bien, cela a commencé il y a à peu près 5-6 ans et à travers une multiplicité de facteurs. D'abord, Recep Erdogan est devenu président de la République en août 2014. Donc, voyez-vous, il était précédemment Premier ministre. Donc, avant, il était bien sûr maire d'Istanbul. Mais il a eu vraiment les manettes en main à partir de 2014-2015. Et donc, il a pu mettre en œuvre son programme extérieur. On l'a vu partir vers la Syrie, vers l'Irak, vers la Libye, vers l'Afrique, etc., vers l'Azerbaïdjan. Donc, il y a eu cette arrivée au pouvoir à partir de cette période-là, 2014-2015. Donc, dès l'arrivée des troupes russes en Syrie, eh bien, il y a eu un incident militaire où les Turcs ont abattu un avion militaire russe et donc il y a eu des représailles et la disparition du tourisme, donc des touristes turcs qui étaient nombreux donc sur les plages. Et donc là, il y a eu déjà un premier soubresaut économique. Troisièmement, eh bien, il y a eu un coup d'État manqué en 2016. Donc, quand il y a un coup d'État avec autant de va-et-vient militaire, cela crée un risque général pour les investisseurs. Et qui dit risque dit bien dit défiance et donc baisse bien sûr des investissements.
Quatrièmement, il y a eu aussi la crise autour de l'OTAN. Vous avez eu le choix donc d'Erdogan d'acheter des S-400, des missiles antiaériens russes. Donc il y a eu sanctions, suspension de la participation de la Turquie à la fabrication d'un avion américain, le célèbre F-35, où l'industrie turque était en première monte, n'est-ce pas? Donc il y a à peu près 9 milliards de dollars de sanctions par absence d'acquisition qui se sont fait jour. À cela, cinquièmement, est venue s'ajouter la crise des migrants. Donc, durcissement d'Erdogan vis-à-vis de l'Europe, et bien les milliards d'aides n'ont pas été versés directement de Bruxelles à Istanbul, mais ont été disséminés via des ONG. Donc voilà, il n'y a pas eu de contrepartie vraiment financière. Et en parallèle de ça, un ralentissement des économies européennes. Donc le président Erdogan a fait en quelque sorte, avec le temps, avec ses 5-6 années, il a fait de ses alliés économiques des années 2010, 2015, des adversaires politiques qui, en retour, eh bien, ont diminué leur soutien économique. Mais comme je l'ai indiqué précédemment, pour lui, cela ne devait pas être un problème. Son attitude étant proche, si l'on peut dire, de la célèbre phrase du général de Gaulle, l'intendance suivra. Comment la situation s'est-elle donc encore compliquée au point de faire entrer la Turquie, pratiquement, dans une situation de crise économique? Eh bien, il faut ajouter à ces éléments prévisibles l'imprévisible qui porte deux noms. Le premier, c'est le Covid, qui a produit une baisse radicale de la fréquentation touristique. Et donc, l'activité du loisir, l'activité touristique, l'activité de tourisme est un élément très important de l'économie turque. Et deuxièmement, aussi, par le nombre de personnes atteintes, bon, c'est une forme de désorganisation de l'économie, nous le savons bien, nous l'avons vécu. Et deuxièmement, eh bien, le dérèglement climatique, qui, par les inondations et la sécheresse, a eu d'importantes conséquences agricoles et donc moins de récoltes, des récoltes de moindre volume. Et donc, quand vous avez moins de volume et une demande qui n'a pas baissé, eh bien, vous avez une hausse des prix alimentaires. Donc, l'économie turque se retrouve au milieu de deux courants économiques défavorables, l'un extérieur et l'autre intérieur que je viens de décrire. Alors Gérard, par quoi se traduit pour le citoyen moyen cette double influence négative? En quoi sa vie journalière est-elle affectée? Eh bien, le citoyen turc est en proie à une avalanche de conséquences. Parce que cette désaffection de l'international et deuxièmement la baisse de l'activité produit un glissement de la monnaie. La livre turque a perdu 40% de sa valeur depuis le début de l'année. Donc cela a des conséquences, en particulier et surtout la hausse des prix des produits importés. Or, par exemple, la Turquie importe la totalité ou la quasi-totalité de son énergie gaz-pétrole. Donc, voyez-vous, automatiquement, vous avez une augmentation des prix. Troisièmement, eh bien, la sécheresse et les mauvaises récoltes dont on a parlé a aussi créé une hausse des prix intérieure, cette fois-ci pas importée, mais intérieure par l'augmentation des prix des produits alimentaires. Et donc le cumul de cette inflation venant de l'extérieur et de l'intérieur, eh bien, a provoqué une hausse des prix moyennes de 16%. Donc ça veut dire un appauvrissement, une baisse de pouvoir d'achat voilà les conséquences qui touchent chacun des citoyens turcs. Donc la baisse de l'activité touristique pour une économie dont 60% de l'activité repose sur les services, eh bien cela a des conséquences tout à fait douloureuses. Donc, et in fine,
vous avez donc le chômage qui, en cette fin d'année, repart à la hausse et atteint 11,5% selon les statistiques officielles. Vous comprenez, Arnaud, que par l'ensemble de ces facteurs économiques, perte de la valeur de la monnaie, hausse des prix, hausse du chômage, c'est l'ensemble de la population turque qui est touchée. Devant une telle situation, donc la montée du mécontentement à 18 mois des élections présidentielles et législatives, on peut imaginer que le gouvernement turc, et en premier lieu le président, déploie des efforts et un programme. Qu'ont-ils mis en œuvre ? Eh bien, Arnaud, c'est là que le bas blesse. Nous arrivons au cœur de la problématique de notre émission d'aujourd'hui, le divorce entre les mesures économiques nécessaires et l'idéologie présidentielle. Et au cœur de ce dilemme, de cet affrontement, de cette confrontation, eh bien, se situent les taux d'intérêt. Et donc, selon et pour le président Erdogan, il y a une vision idéologique vis-à-vis islamique, vis-à-vis de la pratique des taux d'intérêt et de la hausse des taux d'intérêt. Parce que pour lui et pour la pratique musulmane, eh bien, les taux élevés relèvent d'une pratique de taux usuraire. Et selon sa formule, les taux élevés sont le père et la mère de tous les maux économiques, a déclaré le président Erdogan. Donc, pas question d'élever les taux. Or, la hausse des taux d'intérêt, en particulier à partir de la Banque centrale, donc de la Banque centrale turque, eh bien, est l'arme classique du combat contre l'inflation. Parce que quand il y a inflation, eh bien, les agents économiques vendent leur monnaie nationale pour se protéger. Deuxièmement, les entreprises qui achètent à l'extérieur, eh bien, achètent de la monnaie étrangères, des devises pour se couvrir vis-à-vis de leurs achats futurs. Donc tout le monde vend la monnaie, donc la monnaie baisse. Et la seule façon de contrarier cela, eh bien, c'est de hausser les taux d'intérêt de façon à ce que les agents économiques aient intérêt à avoir des rendements en livres turcs. Donc là, on est devant deux schémas opposés, un schéma idéologique qui condamne la hausse des taux et un schéma de l'économie et de la pratique classique de l'économie qui dit devant l'inflation, eh bien, il faut hausser les taux. Et cette querelle, donc, eh bien, elle a eu un coup, c'est, entre guillemets, la valse des gouverneurs de la Banque centrale, n'est-ce pas? Depuis juillet 2019, c'est-à-dire 2 ans et demi, 4 gouverneurs se sont succédés à la tête de la Banque centrale, à chaque fois démis par le président au nom de cette querelle sur la hausse des taux. Donc, le dernier renvoi remonte à mars 2021. Le gouverneur en place avait augmenté les taux justement jusqu'à 19%, voyez-vous, au-delà du taux de l'inflation, de façon à pouvoir reprendre le contrôle. Il n'est resté finalement en place que 5 mois. Donc, et son remplaçant est un économiste, mais aussi ancien député du parti du président. Donc on a, voyez-vous, idéologie et politique à la place de l'économie. Et il y a à côté de cela aussi des précautions politiques, puisque le gendre du président Erdogan, qui était ministre de l'économie, Barak al-Bayrak, eh bien, en novembre 2020, a démissionné. Donc voilà, les politiques se sont éloignés, proches du président. Les politiques où on leur a demandé de s'éloigner de la sphère économique. Donc, il y a eu un discours d'Erdogan très récent, le 20 décembre, donc il y a quelques jours seulement, où il annonçait le maintien de la livre flottante, la fin de l'imposition des obligations d'État, un nouveau mécanisme de protection de dépôt des épargnants pour recréer de la confiance.
Nous assistons donc là à un train de mesure intéressant, mais que je qualifierais de ponctuel, alors que l'action sur les taux d'intérêt est systémique, c'est-à-dire que ces taux se diffusent sur et dans l'ensemble du système économique. Là, le président Erdogan joue donc très gros dans cette situation. Oui, d'autant qu'un ennui n'arrivant jamais seul, cette mauvaise situation économique s'accompagne de scandales, soit à consonance mafieuse, soit de tonalité proche de la corruption politique. Donc il y a un ancien mafieux repenti, Sedat Peker, qui il y a quelques mois a fait des confessions télévisées, donc très médiatisées, où il assure avoir des preuves impliquant des membres du gouvernement dans le trafic de drogue avec le Venezuela, le trafic d'armes, l'assassinat de journalistes, voyez-vous. Donc un autre personnage, Sekjin Baran Cosmas, qui est un homme d'affaires proche du pouvoir, eh bien, est accusé par les États-Unis du blanchiment de 130 millions d'euros par l'intermédiaire de sa propre société holding, SBK Holding. Il a été arrêté en Autriche, donc il y a des demandes d'extradition. Donc voyez-vous, tout cela crée une situation difficile pour le gouvernement et s'ajoute à cela des accusations américaines contre la banque turque Al-Bank pour contournement des sanctions contre l'Iran. Donc le pouvoir politique et le président Erdogan ont à faire face à la fois à une situation économique difficile et à une ambiance politico-financière que je pourrais qualifier de déstabilisante. Il convient d'ajouter que le monde des affaires turques ne soutient pas la politique économique du président. En quelque sorte, vous prévoyez, Gérard, des temps difficiles pour le président Erdogan. Effectivement, Arnaud, je prévois, et je ne suis pas le seul, il faut rappeler que le président Erdogan n'a pas été invité par les États-Unis, grands organisateurs du premier sommet mondial de la démocratie. Donc voilà, il y a un message entre les lignes, c'est-à-dire que nous États-Unis, nous ne vous donnons pas blanc-seing et nous ne vous donnons pas soutien. Donc des membres, deuxièmement, importants de son parti, l'AKP, anciens ministres et premiers ministres, ont quitté le parti, le plus connu, Davutoglu, et prépare l'échéance présidentielle. Ce dernier ayant même créé son propre parti, le parti de l'avenir, voyez-vous, les choses sont claires. Donc, et troisièmement, le parti du président, donc l'AKP, a perdu au cours des dernières élections présidentielles Ankara et Istanbul. Istanbul, dont le président Erdogan a été l'ancien maire, donc tout un symbole. On peut dire que les nuages sont nombreux et s'accumulent sur les rives du Bosphore. Gérard Vespierre, merci beaucoup de nous avoir décrit en peu de temps les éléments de la situation économique, mais aussi politique, auxquels la Turquie est confrontée, et en premier lieu, son président. Chers amis auditeurs, merci de votre fidélité. Rendez-vous est pris en janvier pour la suite des podcasts. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les interventions de Gérard Vespierre sur www.lemonde-décrypté.com. Gérard et moi vous souhaitons le meilleur pour 2022.